Et vous avez l'âge de ma mère qui a 91 ans, à qui on a dit parfois, dans certains hôpitaux, vous avez vu l'âge que vous avez, vous ne voudriez pas en plus être soigné. Donc disparaissez. Donc il y a aussi ça. Je rappelle quand même qu'à l'époque du Covid, il y a des gens à qui on a accéléré la sortie. Hein. Donc ça ne se dit pas beaucoup, mais l'état de la sortie, il y a des morts. Il y a un nombre considérable de morts. Je ne pense pas qu'il y ait des chiffres, parce que ce n'est pas facile à chiffrer, mais de gens qui attendent, des mauvais diagnostics, des gens qui attendent trop longtemps. Et qui va se plaindre? Ces gens qu'on a entendus, ils sont modestes. Mais bien sûr. Ils n'ont pas d'argent, vous n'allez pas porter plainte. Porter plainte, il faut de l'argent. Vous avez un avocat qui va vous prendre de l'argent, ça va durer 15 ans, puis au bout de 15 ans, on va vous dire que vous avez tort. Donc les gens n'y vont plus, mais ils voient bien. On a perdu un grand-père, une grand-mère, un enfant. On a eu une erreur de diagnostic. Moi, ma mère a eu une insuffisance respiratoire, un traitement pour une insuffisance respiratoire pendant 5 ans, avec des tuyaux dans le nez, etc. Il y a quelques temps, un médecin dit « mais vous n'êtes pas insuffisante respiratoire ». Erreur de diagnostic, etc. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? C'est la même chose avec les magistrats, ou les juges d'application des peines, ou les médecins. Donc c'est la formation qui pêche. Mais c'est la formation. On a des études de médecine qui sont de plus en plus difficiles. Oui. Et vous le savez, puisque moi aussi, dans ma famille, des gens font médecine. Et on a des étudiants français, on a de moins en moins de médecins, des étudiants français qui sont obligés d'aller en Roumanie pour pouvoir étudier. Bien sûr. Et voilà le résultat dans les hôpitaux. Oui. Parce qu'on leur demande de régler des problèmes d'intégrale en mathématiques en première année, et que s'ils ne sont pas doués pour ça, on leur dit vous ne serez pas un bon médecin. Mais un médecin n'a pas à être un bon mathématicien. On a besoin de gens un peu humains aussi. Il n'y a pas de formation philosophique quand vous êtes médecin. Moi, j'ai entendu des gens annoncer des cancers inopérables, comme ça, dans le couloir, en disant oui, en fait, on a les radios de votre tumeur, c'est inopérable. Hein. Bon, alors pour la chambre 312, etc. Et d'un seul coup, on vient de vous dire vous allez mourir bientôt. Le type, il a dit ça en 30 secondes, votre vie bascule. Et alors, peut-être on ne l'a pas aidé, on ne l'a pas formé, on ne lui a pas expliqué. Ou je pense que maintenant, il y a un peu plus de formation là-dessus. Mais bon, ça reste des diagnostics. Le peu que je sache des formations, c'est quand même très général sur des auteurs de programmes qui vont tout à fait dans le sens où il faut aller, avec, sur l'euthanasie, la fin de vie, ou ce genre. Il y a une espèce de monopole des moralistes et de la moraline sur ce terrain-là, c'est pas forcément terrible. On aura l'occasion de reparler de la fin de vie. Je crois que la loi arrive au Parlement au début d'année prochaine. On fait une petite pause, Michel. On se retrouve dans un instant dans Face à Michel Onfray. On évoquera la libération des otages français en Iran et évidemment la situation de nos otages en Algérie. À tout de suite. On se retrouve pour la seconde partie de Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Michel, on va évoquer la libération tant attendue de Cécile Collère et Jacques Paris, nos deux otages détenus pendant plus de 3 ans et demi dans les geôles iraniennes. Ils sont actuellement à l'ambassade de France à Téhéran. On espère qu'ils pourront regagner la France dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Et bien sûr, on pense automatiquement, Michel, à nos otages en Algérie. Boualem Sansal, on va bientôt malheureusement fêter, et c'est pas le mot fêter, il y a 1 an de son incarcération. Christophe Glaise aussi, notre confrère, qui est incarcéré. On a aussi appris cette semaine que pour le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, il n'était pas question de mener un bras de fer avec les autorités algériennes parce que selon lui, ça ne marche pas et ça n'a jamais marché. Est-ce que par exemple, vous avez des exemples qui peuvent contredire M. Nunez en disant que parfois le bras de fer, ça fonctionne? Vous savez, à l'époque soviétique, vous ne preniez pas en otage impunément un membre de l'Union soviétique. Hein. Éventuellement, il y avait une riposte dans l'instant. On prenait l'équivalent d'un otage du pays concerné, on le coupait en morceaux, on le mettait dans une valise et on le renvoyait à l'ambassade. Hein. Je ne dis pas qu'il faut procéder comme ça. Je dis simplement que quand vous avez des pays qui prennent des otages, parce que c'est aussi intéressant, l'Iran prend des otages, l'Algérie prend des otages, la Palestine prend des otages, la bande de Gaza, etc. Et ce sont des pays particuliers. Je suis toujours très étonné que des gens puissent prendre le parti de l'étranger, pour le coup, c'est-à-dire le parti de pays qui prennent des otages. Vous êtes dans la rue et on récupère des gens, on les met en prison et on dit mais celui-ci il traversait en bicyclette le désert de je ne sais quoi en Iran, donc prison. Celui-là de toute façon il est juif, donc on l'embarque et puis il est coupable d'être juif. Ou celui-ci c'est un intellectuel algérien, il a eu le malheur d'avoir une pensée qui n'était pas celle de l'État sur la question du Sahara occidental. Et ces pays-là, eh bien, il faut avoir des relations qui ne sont pas des relations d'amitié du genre ce serait bien si vous acceptiez ceci, si vous acceptiez cela. Ils sont dans une logique de force. Si des gens qui vous déclarent la guerre rencontrent en face de vous des gens qui ne veulent pas faire la guerre, ils ont gagné la guerre. La logique, elle est la suivante. C'est-à-dire, le problème, c'est pas de savoir s'il faut être gentil avec les Algériens. Ils sont méchants avec nous. Donc, avec le pouvoir algérien. Oui, pas. Quand je dis le... On ne confond pas. Non, mais il y a un grand peuple algérien qui, lui, souffre de ce pouvoir-là. Moi, j'ai eu l'occasion d'y aller. Je vous assure que dans la rue, le peuple, ça n'a pas grand-chose à voir avec la mafia qui est au pouvoir et qui confisque l'argent du gaz, l'argent du pétrole, qui permettrait d'avoir une Algérie extraordinaire. Vraiment, si cet argent n'était pas confisqué par une mafia qui permet à ces gens-là de mener la belle vie en France et dans les grands palaces d'Europe ou du monde, eh bien, l'Algérie serait prospère.
Il y en a marre de la France, coupable de tout, et coupable de la colonisation. Si ça ne se passe pas bien aujourd'hui, c'est à cause de la colonisation française. Non, c'est parce que le FLN est au pouvoir aujourd'hui, parce que la manne du gaz et du pétrole est confisquée dans des mains privées, les gens qui sont au pouvoir. Et donc, avec ces gens-là, on n'est pas dans une logique de bisounours. On ne peut pas dire « vous n'aurez pas ma haine ». On dit « oui, vous allez avoir ma haine. Bien sûr que vous aurez ma haine ». Et puis, on commence à faire des choses qui permettront au pouvoir de comprendre. Voilà. Prendre des mesures sur les visas, sur les... Voilà. Donc on ne dit pas, non, pas de bras de fer, mais ils font un bras de fer. Le problème, c'est pas bras de fer ou pas bras de fer, c'est est-ce qu'on résiste ou non à leur bras de fer. Ils prennent le bras de fer et puis c'est fini, terminé, on a perdu. Mais évidemment, dans ces cas-là. C'est ce que disait un philosophe qui s'appelait Julien Freund, philosophe extrêmement intéressant, qui disait, mais le problème, c'est pas de vouloir la paix avec des gens qui nous veulent la guerre. S'ils veulent la guerre, soit on la mène, soit on l'a perdue. Et là, si on ne mène pas cette guerre, c'est pas une guerre militaire, entendons-nous bien, je suis métaphorique là, mais de dire, bon, sur les visas, sur votre possibilité d'investir en France, sur la possibilité d'avoir des visas pour vos enfants, pour vos femmes, pour vos maris, vos maîtresses, etc., de pouvoir faire des études, faire du commerce, faire du business, acheter des grands immeubles dans Paris, etc., tout ça, c'est fini. Et puis, on dit après, maintenant, on discute. Est-ce que vous êtes d'accord pour, etc. Mais ça, il faut une espèce de politique, je veux dire, virile. Je vais avoir une quantité de messages pour m'accabler. Parce qu'une femme peut aussi mener une politique ferme. Absolument, parce que, non, mais même viril, puisque viril, ça veut dire l'homme. Et ça ne veut pas dire l'homme au sens des testicules. Marie-France Garot était virile, par exemple. Sarah Knafo est virile. Elle n'a pas de moustache, et puis entendons-nous bien. Donc, quand je dis virilité, c'est la virilité au sens de Machiavel, c'est-à-dire être un homme, c'est-à-dire être un humain. Un humain qui dit, vous n'aurez pas ma peau, vous n'aurez pas... Oui, vous aurez ma haine, bien sûr. Je ne vais pas vous offrir des nounours parce que pour pouvoir libérer Boualem Sansal. Ce n'est pas en offrant des nounours au régime algérien qu'on va régler le problème. Il y a aussi, Michel, la question des accords franco-algériens de 68, qui facilitent l'obtention de visa pour les ressortissants algériens en France. L'Assemblée nationale, lors de la niche parlementaire du RN, avait voté pour dénoncer ces accords. On va écouter un court échange entre Marine Le Pen et Sébastien Lecornu sur ces accords de 68. Monsieur Lecornu, je veux croire dans votre honnêteté. Monsieur le Premier ministre, je veux croire dans votre sincérité. Et puisque vous avez conditionné la légitimité de votre ministère sur la reconnaissance explicite d'un régime parlementarisé, ma question sera simple. Comment et sous quel délai comptez-vous mettre en application le vote de l'Assemblée nationale qui décide pour la France d'abroger l'accord de 1968 avec l'Algérie? On respecte tous la Constitution de 1958 et donc par définition la question des traités et des accords revient à l'exécutif et c'est ensuite à l'Assemblée nationale de ratifier les traités et de les voter et donc par définition il s'agit d'une résolution et seulement d'une résolution, ce qui ne veut pas dire que nous ne prenons pas acte et que le gouvernement de la République ne